Celle que tu appelles maman n'est pas ta vraie maman. Dans la cour de l'école, Monique blêmit en entendant ces mots lancés par une petite camarade. Elle s'empresse de questionner Madame Duvivier. Ton ami ne t'a pas menti, je ne suis pas ta mère. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ma mère est morte? C'est Marie. Elle vient souvent nous rendre visite pour avoir la joie de te parler. Je comprends tout à présent. Aussitôt, Monique se rend chez Marie. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'avais pas le droit. J'étais si désemparé. Je ne savais même pas qui était ton père. Je n'ai donc pas de père non plus? Tu m'as retrouvé à présent. Non, plus rien ne sera pareil à présent. Désespérée, Monique part chercher l'oubli à Bordeaux. Jouir et dominer, tels vont être à présent les objectifs principaux de Monique. Avide de satisfaire tous ses appétits, Monique ne tarda pas à collectionner les amants. Ils étaient à portée de la main. C'est arrivé la première fois durant une nuit de garde à l'hôpital. Vers 2 heures du matin, un malade, un jeune homme, l'appelle. Il demande un somnifère. Un instant plus tard, en refaisant le lit, les mains de la jeune fille s'égarent sous les draps. À plusieurs reprises, elle frôle le ventre du jeune homme. Ses caresses se font plus précises dès qu'elle constate que ses approches ne sont nullement indifférentes au malade. Bientôt, oubliant en toute prudence, elle grimpe sur le lit. Sous sa blouse blanche, elle est nue. L'étreinte est rapide, sans un cri. Lors du réveillon de Noël de 1966, Monique va enfin trouver l'occasion de réaliser les rêves ambitieux qui l'agitent. Elle va, avec son amie, danser dans un cabaret. Elle remarque, garée devant l'établissement, une superbe Alfa Romeo d'un gris bleuté. Le hasard fit bien les choses. Elle fut invitée à danser par un homme d'environ 65 ans, qui était l'heureux possesseur de l'Alfa Romeo. Revenue à sa table avec son cavalier, Monique boit coup sur coup plusieurs coupes de champagne. Dans sa tête, les idées se succèdent à un rythme accéléré. Monique entreprend une stratégie de séduction à long terme. Lorsqu'Hubert la raccompagne finalement chez elle, à l'aube, dans sa splendide voiture, elle comprend que l'homme meurt d'envie de monter chez elle, d'y terminer la nuit. « Adieu », dit-elle froidement, « je suis très fatiguée. » Durant 1 mois, Monique va jouer à ce jeu subtil. Puis elle pose ses conditions. Elle exige d'être entretenue. Mais au bout d'1 an, Henri pourrait se lasser d'elle. Du jour au lendemain, elle perdrait ce luxe auquel elle tient tant désormais. Elle se retrouverait pauvre et seule, comme à son arrivée à Bordeaux. Chaque soir, Monique racole. Le cercle vicieux des étreintes éphémères et de l'argent vite acquis l'enserre désormais irréversiblement. Mais personne ne sait pourquoi Monique, la prostituée, à la voix froide et sèche, a parfois dans les yeux une lueur triste et lasse venue du plus profond de son passé. La révélation de ses origines avait provoqué en elle un désir confus de vengeance. Dans son petit appartement, luxueux mais sans ostentation, la télévision remplit la solitude de ses après-midi. Une banale panne de l'appareil amène chez Monique un garçon de son village qu'elle se souvenait avoir souvent croisé dans les rues autrefois. Henri est heureux. Il a un métier, dépanneur en radio-télévision. Au fond d'elle-même, Monique estime ce grand garçon sérieux. Tandis qu'ils évoquent ensemble leur enfance passée dans les ruelles de la petite ville de province, elle ne peut s'empêcher de se sentir irrésistiblement attirée vers lui.
Henri ne soupçonne pas un seul instant la sordide réalité quotidienne de la vie de Monique. Il tombe éperdument amoureux de la jolie Monique de son enfance. Plus ému qu'il ne l'aurait soupçonné au premier abord, Monique entrevoit soudain la possibilité de quitter cette vie qui la répugne. À la tête d'un petit capital qu'elle a économisé grâce à son travail acharné, elle a la possibilité de réaliser un vieux rêve, la gérance du café Jolimont. C'est en quelque sorte un placement sur sa mort que Monique fait ce jour-là. Henri la soutient, la conseille. Lorsque le jeune couple inaugure le Jolimont, il l'épaule dans sa tâche. Elle est estimée et aimée dans toute la région. Alice, une amie de Bordeaux, vient la relancer au Jolimont. Elle connaît tout du triste passé de Monique. Alice ne demande pas grand-chose pour son silence. Un peu d'argent et un gîte pour quelques jours. Le temps d'échapper à un protecteur trop brutal. Monique cède. Tandis qu'ils évoquent le temps passé à Bordeaux, Alice ne peut s'empêcher de se sentir irrésistiblement attirée vers Henri, ce grand garçon sérieux, qui regrette au fond de lui son métier de dépanneur en radio-télévision. Henri ne soupçonne pas un seul instant la sordide réalité quotidienne de la vie d'Alice. Il tombe éperdument amoureux de l'ami intime de sa femme. Je te pardonne, Henri. Un jour, tu redeviendras sage comme autrefois, dit Monique. Henri propose un week-end à Troyes dans un parc près de Montsouris. Dès leur arrivée, Henri invite ses deux compagnes à une promenade. Puis il s'écarte avec Alice pour une partie de balle. Profondément abattu par les récents événements de sa vie et plongé dans ses pensées, Monique s'éloigne en prenant son fils, Paul-Henri, 3 ans et 4 mois, dans ses bras. Je ne serai plus jamais heureuse, dit-elle. Elle ouvre son petit sac à main et en sort un revolver. Le drame se produit soudain. D'une seule balle, Monique met fin à leur vie à tous deux. Le temps normal du deuil étant écoulé, Henri ne voit pas d'autre solution que d'épouser cette Alice, l'amie intime de sa femme, qui le domine. C'est en quelque sorte un placement sur sa mort qu'Alice vit ce jour-là. Henri ne s'attendait pas aux terribles révélations qu'Alice, cyniquement, allait lui faire le soir même de ses noces. Monique n'était pas la jeune fille pure qu'il pensait avoir épousée. Alice non plus. Et l'amour qui unissait les deux femmes était contre nature. La terrible révélation provoque chez Henri un désir confus de vengeance. Il traîne le soir, chaque fois plus longtemps, dans les rues de la ville, tandis qu'Alice s'occupe du Jolimont. Je te pardonne. Un jour, tu redeviendras sage comme autrefois, dit Alice. En silence, Henri fixe son épouse un long moment. Un voile rouge tombe devant ses yeux. Il se saisit machinalement d'une bouteille de vin vide, à pleine main.
Alice gît maintenant comme une encombrante poupée désarticulée. Que faire, pense Henri? Une seule solution, mais qui lui répugne a priori. Découper le cadavre en morceaux, les plus petits possibles, afin de les dissimuler plus facilement. Ses gestes se font précis, mécaniques. Durant plusieurs jours, Henri s'emploiera à cacher un à un les morceaux du corps le plus loin possible de son domicile, au cours de multiples voyages. Malgré tout, Henri a peur. Il voudrait s'enfuir le plus vite possible. À la tête d'un petit capital économisé grâce à leur travail acharné, il part à Marseille, où il s'enfonce peu à peu dans les débauches de la ville portuaire. D'anciennes connaissances lui proposent une affaire douteuse, mais sûre. Henri entre dans la combine, mais tout ne va pas comme il l'entendait. Une fois ne suffira pas. C'est plusieurs coups qu'il lui faut monter maintenant. La police est sur ses traces. Henri tombe pour une affaire de peu d'importance. Condamné à 5 ans, il est incarcéré à la prison des Baumettes. Une nuit, vers 2 heures du matin, un des jeunes hommes, malade, l'appelle. Il demande un somnifère. Un instant plus tard, on est dans le fiévreux à se couvrir. Les mains d'Henri s'égarent sous la couverture. Bientôt, oubliant toute prudence, Henri grimpe sur sa couche. L'étreinte est rapide, sans un cri. Lorsqu'après 3 ans, il sort de prison grâce à une remise de peine, c'est un être profondément déchu qui tentera de se refaire une vie d'homme libre. Quelques semaines plus tard, il apprend que des morceaux appartenant à un corps humain ont été trouvés en divers endroits dans la petite ville de Montsouris. Surpris par la quantité de morceaux découverts, le commissaire principal, Maurice-José Morer, demande à ses gendarmes de noter sur le plan de la ville les endroits où chaque morceau a été découvert. À la stupéfaction générale, une sorte de cercle macabre se dessine alors sur la carte. « Cherchez au centre », s'écrie le commissaire. Le centre du cercle maudit est justement le café Jolimont. Le souci d'ordre qui dominait sa vie avait amené Henri à disposer les morceaux en s'écartant régulièrement du lieu du crime, formant ainsi un cercle. Les lois éternelles de la géométrie s'étaient retournées contre lui. Lors d'un entretien confidentiel avec M. Benamy, il apprend, avec stupéfaction,
que certaines opérations sont pratiquées couramment à Casablanca. Là, ceux que la nature n'a pas dotés d'un sexe précis peuvent choisir définitivement leur sexe. Ce serait pour Henri le déguisement suprême. Qui reconnaîtrait l'homme sous les traits délicieusement féminins de la créature née des mains habiles du célèbre chirurgien allemand? Henri Odile est à présent une ravissante jeune femme. Quelques leçons de maquillage ont parachevé l'œuvre du chirurgien. Lors du réveillon de Noël 1974, Odile va enfin trouver l'occasion de réaliser les rêves ambitieux qui l'agitent. Elle fut invitée par un homme d'environ 65 ans. À table avec son cavalier, Odile boit coup sur coup plusieurs coupes de champagne. Dans sa tête, les idées se succèdent à un rythme accéléré. Odile a entrevu la possibilité de gagner beaucoup d'argent, de vivre enfin dans le luxe et les plaisirs. À présent, chaque soir, Odile racole. Le cercle vicieux des étreintes éphémères et de l'argent vite acquis l'enserre désormais irréversiblement. Mais la nostalgie enserre son cœur dans un étau. Chaque soir, Henri Odile se souvient de ce petit endroit de France où il fut si heureux, la petite ville de Montsouris. Que risque-t-il à y retourner? N'est-il pas désormais la jolie Odile Fargeau, munie de tous les papiers nécessaires et de suffisamment d'argent pour trouver partout le bonheur? À Montsouris, Henri parcourt avec émotion les ruelles de son enfance. C'est presque machinalement que ses pas se dirigent vers le bar. Un écriteau le surprend. À vendre. La tentation est trop forte pour la jolie Odile. C'est un peu comme un vieux rêve. Odile est estimée et aimée dans toute la région. Les jours s'écoulent dans le bonheur. Luigi est orphelin. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Il vit chez une voisine. Odile adoptera cet enfant malheureux. Elle a les moyens désormais de subvenir aux besoins d'une petite famille. Dans le train-train de ses journées, Odile ferme le bar assez tôt tous les soirs, vers minuit. Pourtant un soir, non, Fernand, c'est fermé. Derrière la porte vitrée, Odile crie pour se faire comprendre. Quel gamin, pense-t-elle. Il paraît à peine ses 18 ans. Elle s'apprête à crier. Il plaque sa main contre sa bouche. Un voile rouge tombe devant ses yeux. Il faut qu'elle se taise. Quelques jours plus tard, dans la cour de l'école, Luigi est pris à partie par ses camarades. « Ta mère a été tuée par son amant, dit l'un d'eux. »« Ce n'est pas vrai. Celle que tu appelles ma mère n'est pas ma vraie mère, répond-il.